Modeste Batilou-Kwebo, bonjour. Bonjour Sonia. Est-ce que 391 députés pour une nouvelle majorité, ça ne fait pas un peu trop? Non, mais c'est la réalité. Nous avons pris les précautions pour que chaque député, en s'engageant et en adhérant à l'Union sacrée de la nation, qu'il signe une fiche individuelle. Et donc, c'est au dépouillement de ces fiches que nous arrivons à ce nombre de 391. Pourtant, au sein du FCC, des personnalités comme Félix Kabange-Numbi disent que, par exemple, vous avez mis tous les noms de son regroupement, alors que plusieurs des députés, ou la moitié des députés, est encore avec lui. Je crois que c'est à lui d'apporter la justification contraire. Moi, je reçois ceux qui engagent le regroupement et ils me transmettent la liste ainsi que les fiches. C'est vrai que dans certains regroupements comme le sien AAB, il peut y avoir 4-5 personnes qui n'ont pas accepté de venir à l'Union sacrée de la nation. Mais justement, le principe même des fiches individuelles, pourquoi on en est venu à ce système-là? Puisque certains reprochent à ce système d'être source d'un débauchage facile. Non, il y a deux modèles de fiches. Comme vous voyez, nous avons une fiche d'adhésion pour le parti et le regroupement. Cette fiche-là, elle est signée par le responsable qui est mandaté quant à ceux. Et la fiche individuelle de consentement de chaque député. Il y a d'un côté ceux qui viennent dans le cadre de leur regroupement, mais à cela s'ajoutent quelques individualités. Donc les individualités qui viennent, nous ne pouvons pas les refuser, elles signent des fiches. Que représente le FCC ou les transfuges du FCC et l'opposition dans cette union sacrée? En termes de pourcentage, je peux dire que le 2/3 viennent du FCC et le reste, ce sont les forces politiques autres que le FCC. Justement, vous faisiez partie de l'ancienne majorité. Comment vous expliquez que le FCC ait perdu le contrôle sur autant de députés? C'est justement le fait qu'on ne voulait pas écouter les gens. Les gens, à un moment donné, ils en avaient marre et ils ont dit non, nous ne pouvons pas continuer avec ce système. Nous avons choisi d'évoluer ensemble. Il y a une charte qui nous régit, mais on ne la respecte pas. Lorsqu'il s'agit du poids politique, on ne la respecte pas. Même du critère de solidarité, on ne le respecte pas. Lorsqu'il s'agit de consulter les gens avant de prendre une décision, on ne le fait pas. Il fallait s'attendre à ce qu'un jour ça barde. Et voilà, ce jour-là est arrivé. Parce que ça ne peut pas s'expliquer autrement. Lorsqu'on voit l'engouement avec lequel les gens viennent adhérer à l'Union sacrée de la nation, on peut considérer que c'est une sorte de libération. Donc les gens se sentent maintenant libres de pouvoir exprimer leurs ambitions. Tout comme nous respectons ceux qui ont choisi de rester au FCC. Et donc c'est aussi leur liberté. Qui est responsable? Est-ce que c'est Némi Moulania, qui était le coordonnateur du FCC, ou est-ce que c'est Joseph Kabila lui-même? Je crois que moi, il ne me revient pas de répondre à cette question. Vous dites qu'il y a une adhésion, ça correspond à une envie, mais du côté du FCC, on dit notamment que c'est aussi le fait de la corruption. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'accusation? Ça, ce sont des prétextes. Qui peut apporter la moindre preuve qu'un député a reçu $1 pour pouvoir voter pour la motion? Pourtant, c'était un vote très, très significatif, un vote de 367 pour la motion sur 377 participants et dans une assemblée de 500, vous comprenez que c'est vraiment un carton rouge. On ne peut pas dire que c'est pour de l'argent que toutes ces grandes personnalités sont en train de s'engager dans l'union sacrée de la nation. Si ce n'est pas dans un intérêt d'argent ou de poste que cette union sacrée s'est formée, à votre avis, au vu du nombre de regroupements et au vu des équilibres politiques? Je crois que le chef de l'État l'a dit lorsqu'il a reçu les chefs des regroupements, il voudrait qu'on réduise sensiblement la taille du gouvernement. Donc on ne peut plus s'attendre à ce qu'on ait un gouvernement de 65 membres comme c'est le cas aujourd'hui. Et même quand on forme un gouvernement éléphantesque, cela n'exclut pas qu'il y ait toujours des mécontentements. Donc une trentaine de ministres? Une trentaine et quelques vice-ministres, en tout cas aux alentours de 45. Donc si vous êtes Premier ministre demain, on n'aura pas un gouvernement qui dépassera les 45 membres? Bon, je ne le suis pas pour aujourd'hui, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais ça c'est un souhait et je l'ai entendu aussi de la bouche de plusieurs acteurs.
Ils estiment que le train de vie des institutions doit vraiment être totalement réduit. Ce n'est pas seulement au gouvernement, mais aussi dans toutes les institutions politiques. Comment vous pouvez espérer une gestion différente avec, en gros, la même majorité, enfin une grande partie de la même majorité? Tout est possible, hein, parce que si l'impulsion vient de la tête, les choses peuvent changer et elles changeront.